Bonjour, je vous souhaite la bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous parle de yoga et je vous parle aussi d'activité physique. Je m'appelle Nathalie Seni, je suis praticienne en Ayurveda et je vous propose un programme de 21 jours en vidéo. 21 jours pour découvrir l'Ayurveda, chaque jour une vidéo, un document à télécharger et un exercice pratique. Alors yoga et activité physique. Pour les personnes ici qui connaissent déjà la pratique du yoga, qui sont déjà habituées à pratiquer le yoga, vous savez très bien qu'on ne peut pas résumer le yoga à seulement la pratique physique, c'est-à-dire on ne peut pas résumer le yoga à seulement des asanas, des postures. C'est pourquoi dans cette vidéo, je vais commencer par vous parler de philosophie du yoga, de comment la pratique physique s'intègre dans ce qu'est le yoga dans sa globalité. Et puis ensuite, on verra comment pratiquer une activité physique en général et quelles sont les activités les mieux adaptées selon votre dosha dominant, Vata, Pitta, Kapha. Allez, on commence donc par un petit peu de philosophie du yoga. Le terme yoga est un terme sanskrit qui signifie union. Union, ok, mais alors union de quoi? L'union du corps, c'est-à-dire le physique, du souffle, c'est-à-dire l'énergétique, et de la pensée, c'est-à-dire le mental. L'union donc du corps, du souffle et de la pensée pour arriver à un état de bien-être maximal. Et pour arriver à cet état de bien-être maximal, à l'éveil spirituel, le yoga, la tradition du yoga nous propose comme un guide en 8 étapes, c'est-à-dire les 8 branches du yoga, qui sont comme une feuille de route qui nous conduit dans la bonne direction. Et parmi ces 8 étapes, parmi ces 8 branches du yoga, eh bien, il y a la pratique des asanas, c'est-à-dire des postures. Mais vous allez le voir, cette pratique posturale, elle n'arrive pas du tout en premier. En effet, les deux premières branches du yoga concernent nos comportements. On y trouve les yamas, c'est-à-dire c'est un ensemble de règles éthiques de comportement plutôt dans la société, à savoir la non-violence, la sincérité, l'honnêteté, le contrôle des instincts et puis la simplicité matérielle. Et puis la deuxième branche, ce sont les niyamas, donc là c'est plutôt les comportements personnels, c'est-à-dire les comportements envers soi-même. Et dans les niyamas, on trouve la propreté, le contentement, l'autodiscipline, la connaissance de soi et l'humilité. Ces deux premières branches donc, du yoga, les yamas et les niyamas, lorsqu'on les pratique de manière quotidienne, c'est-à-dire que de manière quotidienne, on s'attache à éviter les comportements néfastes et à favoriser des comportements positifs, et bien cet ensemble de yamas et de niyamas va nous aider pour la pratique des asanas qui arrive dans la troisième branche du yoga. La pratique des asanas, donc la pratique posturale du yoga, qui est favorisée par les yamas et les niyamas, mais aussi qui favorise le fait d'avoir de bons comportements. Donc ça marche dans les deux sens. Quatrième branche du yoga, le pranayama, donc là c'est le contrôle du souffle, le contrôle de la respiration, le contrôle de l'énergie vitale. Donc là, avec la pratique des asanas, c'est-à-dire la pratique posturale et la pratique du pranayama, on est plutôt dans des domaines qui concernent le corps physique. Et ensuite, la cinquième branche du yoga, c'est pratyahara, qui signifie le retrait des sens. Ces 5 premières étapes, ces 5 premières branches du yoga vont donc nous aider dans les 3 suivantes qui vont nous mener vers l'union. Les 3 dernières branches du yoga étant dharana, la concentration, qui mène à dhyana, la méditation, et dhyana, la méditation qui mène à l'étape de samadhi, c'est-à-dire l'étape ultime, l'éveil de la conscience. Et dans cette dernière étape du samadhi, on a un état d'esprit d'une tranquillité totale, un état d'équilibre de l'esprit et un état d'union qui est donc, on l'a vu, l'objectif du yoga. Voilà, donc avec ces 8 étapes, ces 8 branches du yoga, vous comprenez que la pratique des asanas, la pratique posturale, n'est pas simplement une activité physique, mais qu'elle s'intègre vraiment dans tout un processus qui mène à un état de bien-être, à une santé optimale. Le lien entre l'Ayurveda et le yoga est tout trouvé, puisque l'objectif de l'Ayurveda, c'est aussi d'atteindre l'équilibre physique, mental, spirituel. Et puis d'ailleurs, l'Ayurveda et le yoga sont tous deux issus de la même tradition védique, dont on a parlé dans la première vidéo de ce programme sur les origines de l'Ayurveda. L'Ayurveda utilise donc les bienfaits du yoga dans un objectif thérapeutique pour soulager certains maux, pour rétablir l'équilibre physique et mental. Et bien sûr, dans une optique préventive, l'Ayurveda utilise également le yoga de manière quotidienne afin de s'assurer de maintenir l'équilibre.
l'utilisation du yoga dans un objectif thérapeutique s'appelle la yoga thérapie. Et dans la yoga thérapie, on va choisir son style de yoga, on va choisir les postures que l'on pratique en fonction de sa constitution de naissance, en fonction des éventuels déséquilibres, en fonction de la saison, etc. Allez, on va voir maintenant un peu plus en détail ce qui concerne la pratique de l'activité physique. Donc soit la pratique posturale du yoga ou bien les autres activités physiques. Et avant de parler d'activités physiques en fonction des doshas, je vais quand même vous donner quelques règles générales. Des règles qui sont valables pour tous et quel que soit le type d'activité physique. Première règle, la régularité. Que vous ayez beaucoup de temps, très peu de temps, moyennement du temps, bref, le principal n'est pas combien de fois vous pratiquez ou pendant combien de temps, mais le principal est de pratiquer de manière régulière. L'idéal étant bien sûr de pratiquer une activité physique tous les jours, même seulement 20 minutes si vous n'avez que 20 minutes. Mais en tout cas, mieux vaut un petit peu tous les jours que beaucoup une fois par mois. Dans le cas où vraiment ce ne serait pas possible, alors essayez quand même d'avoir un rythme régulier, à savoir 2 fois par semaine ou une fois par semaine. Concernant la saison, on va adapter sa pratique physique, on va adapter l'intensité de la pratique physique selon la saison. Donc en hiver et au printemps, qui sont des saisons où on a la lourdeur de kapha, eh bien on peut à ce moment-là pratiquer une activité physique plus intense. Et on va réduire l'intensité au moment de l'été et de l'automne. L'été parce que on a la chaleur de Pitta, qu'on ne voudrait pas rajouter trop de chaleur avec une pratique physique intensive. Et l'automne, on va monter progressivement en intensité parce que l'automne, c'est le début de la saison Vata et qu'on ne voudrait pas perturber Vata avec trop de mouvements. Donc voilà, on y va doucement sur la pratique physique en été et à l'automne et puis progressivement, on peut augmenter l'intensité pour l'hiver et le printemps. Ensuite, concernant le créneau horaire dans la journée, l'idéal c'est de pratiquer le matin. Le matin où on est en horaire kapha, c'est le meilleur moment de la journée pour pratiquer une activité physique et ça c'est valable pour tous. Maintenant, si vous n'avez pas la possibilité de pratiquer le matin, mieux vaut pratiquer dans la journée, voire le soir, que ne pas pratiquer du tout. Attention tout de même, si vous pratiquez le soir, à vous réserver un créneau de 1 à 2 heures entre la fin de votre pratique et votre moment du coucher. Autre chose qui concerne le moment de la pratique, il est plus favorable de pratiquer votre activité physique éloignée des repas ou bien même à jeun le matin, c'est l'idéal. En tout cas, une règle importante, c'est de ne pas pratiquer votre activité physique juste après un repas pendant le moment de la digestion. Qu'est-ce qui se passe si vous pratiquez votre activité physique pendant la digestion? Eh bien, lors de votre activité physique, étant donné que vos muscles sont sollicités, alors la chaleur qui est normalement prévue pour la digestion va aller dans vos muscles. Et donc la digestion s'arrête, ce qui n'est évidemment pas une bonne idée. Et pour terminer sur ces quelques règles générales, lorsque vous pratiquez le yoga ou la méditation, il est conseillé de ne pas prendre votre douche tout de suite après votre pratique. Parce que lorsque vous prenez votre douche, l'eau qui s'écoule va emporter avec elle toute cette énergie que vous avez construite pendant votre séance. Donc laissez au moins une demi-heure, 1 heure entre la fin de votre séance et le moment de votre douche, ou bien vous prenez votre douche avant votre séance. Donc voilà les 5 règles générales qui sont valables pour tout le monde. Donc la première, la régularité. Ensuite, en fonction de la saison, pratiquer de manière plus intensive en hiver et au printemps. Pour la journée, pratiquer plutôt le matin. Et enfin, ne pas pratiquer juste après un repas et ne pas prendre une douche juste après la pratique du yoga ou de la méditation. Voilà, pour terminer, on va voir l'activité physique en fonction des doshas, Vata, Pitta et Kapha. Donc pour les personnes Vata, ou bien si vous avez un déséquilibre Vata, les personnes de type Vata ont tendance à avoir un corps fin, à avoir peu d'endurance, et au niveau du mental, on l'a vu, d'avoir un mental irrégulier. Donc les types Vata ont besoin de douceur, ont besoin d'ancrage, ont besoin de chaleur. On va trouver ça à travers la pratique d'un yoga doux, du yin yoga ou du hatha yoga, avec des enchaînements lents en étant vraiment très conscient du corps. Ce qu'on veut faire, c'est s'ancrer dans le corps. Pour les types Vata, on va privilégier des séances pas trop longues, mais vraiment de manière régulière. La pratique quotidienne, c'est l'idéal pour les types Vata. D'autres types d'activités qui peuvent très bien aussi convenir aux personnes de type Vata, le tai chi, la natation lente, la marche, toutes les activités douces, calmantes, apaisantes.
Surtout pour les personnes de type Vata, on va éviter de pratiquer des enchaînements trop rapides et on va aussi éviter de pratiquer dans le froid. Vous vous rappelez, Vata est froid et a besoin de chaleur. Et Pitta, eh bien lui, au contraire de Vata, Pitta n'est pas froid mais Pitta est très chaud. Les personnes de type Pitta ont tendance à avoir un corps qui prend facilement du muscle, mais aussi un corps qui peut facilement retenir les tensions. Et puis associé à ça, un mental un peu bouillonnant, colérique. Donc le type Pitta a besoin d'une activité physique qui favorise le relâchement à la fois physique et mental, et puis aussi d'une activité physique qui lui procure du plaisir et aussi de la fraîcheur. Donc pour les types Pitta, ça peut très bien être un Hatha Yoga, un flow, mais pratiqué avec un peu d'intensité, une pratique assez intensive et courte, et surtout dans un environnement frais. Pour les Pitta, on évite à tout prix les environnements surchauffés. Pour ce qui est des autres sports qui conviennent bien au type Pitta, tout ce qui est sport aquatique et puis également les sports d'hiver. On évite pour Pitta, on l'a vu, tout ce qui est les environnements chauds. On évite de pratiquer l'été une pratique intensive surtout aux heures les plus chaudes de la journée. Et puis on évite aussi la compétition qui a tendance à déséquilibrer, à augmenter le type Pitta. Enfin, pour les personnes de constitution Kapha ou en déséquilibre Kapha, maintenant, vous connaissez bien les doshas. Kapha a une tendance au surpoids, un peu à la léthargie, que ce soit physique ou mentale. Mais l'avantage des personnes de type Kapha, de constitution Kapha, c'est d'avoir beaucoup de souplesse et aussi d'avoir beaucoup d'endurance. Au niveau de la pratique physique, donc le type Kapha, il a besoin de stimulation, hein, surtout. Il a besoin de légèreté et aussi il a besoin de chaleur, il a besoin d'être réchauffé. Donc on peut pour les types Kapha, et c'est même conseillé de pratiquer un yoga plutôt énergique, hein, stimulant. On va monter progressivement bien sûr en intensité pour les personnes qui débutent. Mais en tout cas, on va privilégier une pratique avec un rythme soutenu, hein, une pratique chauffante. Ça peut être très bien du Hatha Yoga, c'est-à-dire la forme la plus traditionnelle du yoga, mais pratiqué dans un rythme soutenu. Ou encore le yoga Bikram qui fait son apparition là, attention pour les personnes qui n'ont pas de problème cardio, le yoga Bikram qui est pratiqué dans une salle chauffée. Et pour les autres sports conseillés pour les personnes de type Kapha, ou en déséquilibre Kapha, eh bien ça peut être tous les sports cardio, ça peut être aussi du cyclisme avec de l'endurance, et puis tous les sports d'équipe hein, qui sont stimulants pour la personne de type Kapha. Au contraire, on va éviter une pratique trop lente. Donc le yoga tout doux du matin pour les types Kapha, c'est pas une bonne idée, allez-y avec quelque chose de plus stimulant. Et puis pour les Kapha, on va éviter tous les sports aquatiques, on va éviter la nage, hein. On a vu que l'élément eau, il était aggravant pour Kapha. Voilà pour la pratique en fonction des différents doshas. Dans le document que vous pouvez télécharger aujourd'hui, vous allez retrouver les 8 branches du yoga, donc les 8 étapes qui nous mènent à l'union. Je vous souhaite un merveilleux cheminement sur cette belle route. Vous allez retrouver également la salutation au soleil. Alors la salutation au soleil, tout le monde peut la pratiquer, mais faites-vous bien sûr accompagner si vous débutez en yoga. Et puis du côté de l'exercice, eh bien à partir d'aujourd'hui, vous pouvez intégrer cette salutation au soleil dans votre rituel quotidien, dans votre dinacharya. Si vous avez besoin de voir ou revoir ce qu'est la dinacharya, les rituels quotidiens, je vous invite à aller consulter la vidéo qui correspond. La pratique posturale, la pratique des asanas, s'intègre dans votre rituel du matin, après toutes les pratiques de nettoyage et avant le petit déjeuner. Voilà, je vous souhaite une très belle journée, je vous souhaite de belles pratiques et je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo. Namasté.